Bonjour, tout le monde est là? J'entends rien. Merci. Alors, je donne la parole à Fouad Laroui, que vous connaissez tous, et après on donne la parole à notre invité Reda Benkiran. Merci Saad. Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais être extrêmement court. C'est en fait juste pour lancer officiellement cette première semaine de la science de l'UM6P. Il y a beaucoup d'activités cette semaine. Je pense que vous pouvez voir le programme et puis choisir les activités auxquelles vous voudriez participer. Alors la semaine de la science, cette première semaine de la science a été organisée par finalement un tout petit groupe de personnes dans laquelle on retrouve Saad, on retrouve Adeline, on retrouve Hala, on retrouve Amin, on retrouve Abla. C'est vraiment, on est 5 ou 6 pour organiser cette première semaine de la science. Les prochaines éditions seront plutôt organisées par les départements eux-mêmes. Ça va prendre une autre dimension, une autre envergure, parce que nous souhaitons que la semaine de la science de l'UM6P devienne l'événement phare de l'année, ce qui va faire des jaloux pour les autres événements, parce qu'on en organise évidemment tout le temps. Mais nous sommes ambitieux, nous voudrions que la semaine de la science devienne l'événement phare, non seulement pour vous, les étudiants, c'est d'abord pour vous que nous travaillons, bien sûr, mais aussi pour tous les Marocains, ceux qui s'intéressent à la science, à l'évolution de la science, parce que l'idée est la suivante. Nous voudrions vraiment établir l'UM6P, en particulier le pôle de Ben Guerir, comme l'endroit au Maroc où se fait la science, se pense la science dans ses avancées les plus récentes. Donc chaque année, les départements organiseront des conférences, des colloques, inviteront des gens, les gens les plus avancés dans leur domaine particulier, ce qui fait que les étudiants, et au-delà des étudiants, tous ceux qui voudront participer, seront au fait, au courant de ce qui se fait dans tous les domaines finalement de la science. Et pour finir, il y a aussi autre chose. Il y a une réflexion sur la science elle-même. On parle constamment de science, on ne se pose pas forcément la question de savoir de quoi parle-t-on quand on parle de science. Et c'est une réflexion dont on ne peut pas faire l'économie, finalement, si on veut aller loin dans la théorie et dans la pratique de la science. Et nous voudrions aussi que cette réflexion autour de la science devienne quelque chose de régulier chaque année pendant la semaine de la science. Voilà, je vous remercie tous d'être là. Je remercie notre premier conférencier, mon ami Reda Benkiran, qui va lancer avec sa conférence la semaine de la science. Et je tiens encore à remercier les 5 personnes, et au-delà des 5 personnes, je dirais les 5, les 10 personnes, qui ont contribué. Ça fait 2 ans qu'on travaille en fait pour faire cette semaine de la science. Et c'est pratiquement un miracle finalement de se retrouver ce matin ici pour le lancement officiel de cet événement. Voilà, merci encore à tous et je redonne la parole à Saad. Merci. Merci Fouad. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un événement qui est fait pour vous. Et on a travaillé dessus pour vous amener les plus pointus des experts, chacun dans son domaine. Et le but, c'est que vous sortiez avec de nouvelles idées, avec de nouvelles questions, beaucoup plus de questions d'ailleurs que d'idées. Et on voudrait en quelque sorte que cet événement soit une espèce de champ dans lequel vous allez lancer des graines. Il y a des gens qui seront intéressés par la sécularisation de l'islam, il y a d'autres qui vont être intéressés par la physique quantique, etc. Et donc le but, c'est pas d'absorber 100% de ce qu'on va vous dire de manière passive, mais c'est surtout de susciter un dialogue. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Reda Benkiran. Reda Benkiran est un sociologue, il est connu pour la première étude à laquelle il a confronté son savoir au terrain. C'est une étude qu'il a faite sur le Karien de Benmsik, le bidonville de Benmsik à Casablanca. Il a fait 76 entretiens durant cette étude sur le terrain pour vraiment toucher la question de manière concrète. Il est également connu, alors c'est un spécialiste de la complexité, mais vous verrez,
il va mettre beaucoup d'efforts pour simplifier son discours, pour qu'on puisse tous en profiter au maximum. Donc c'est quelqu'un qui a également fait un livre d'entretien avec des scientifiques de renom, dont scientifiques ou philosophes des sciences comme Michel Serres ou comme Grégory Scheiting, le mathématicien. Donc, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui va nous accompagner toute la semaine, puisqu'il a eu la gentillesse d'accepter de participer à différents ateliers. Demain, pour ceux qui ont eu ceux qui l'ont décidé et qui ont eu le temps de lire le livre, il va y avoir un échange avec lui. Et donc aujourd'hui, il va en quelque sorte dessiner le contour de son territoire intellectuel. Et bien entendu, à la fin de cette présentation, il va y avoir une session de questions-réponses. Vous êtes bien entendu tous les bienvenus pour poser ces questions et engager un dialogue qui pourra se poursuivre tout au long de la semaine, parce que vous le verrez dans l'espace. Alors, question pratique avant de commencer. Vous savez, nous sommes en période de pandémie. Et donc merci déjà de respecter la distanciation, merci de respecter les gestes barrières. C'est quelque chose qui est important. Comme l'a dit Fouad, c'est presque un miracle si nous sommes tous aujourd'hui ici ensemble. Jusqu'à vendredi, on ne savait pas encore si ça allait être possible ou non. Donc pour que ça continue à être possible, on va vous demander d'être vigilant pendant toute la semaine, et de manière à ce qu'on puisse continuer cet événement et à le reproduire sous sa meilleure forme. Avant de donner la parole à Reda, je voudrais vous donner une dernière information. Il y a un atelier qui a été fait avec Guillaume Le Levreur, qui est un atelier pendant lequel on va faire une prise de notes. Donc il y a des gens qui prennent des notes pour qu'on puisse constituer les actes de ce colloque. À la fin de cette session, vous allez avoir un lien qui va s'afficher sur votre écran. C'est très rapide, c'est une enquête anonyme. On va vous demander de bien vouloir, si vous le voulez, cliquer sur ce lien. Il y a un petit code et il y a 2 ou 3 questions qu'on va vous demander de poser pour qu'on puisse avoir votre ressenti, pour qu'on puisse avoir le feedback. Qui va sortir de ce foyer d'excellence et qui jouera un rôle déterminant probablement pour notre pays, le Maroc, mais aussi pour l'Afrique et aussi probablement à l'échelle mondiale. Donc je vous invite à partager le fruit d'un travail qui est à la croisée entre science et religion. Je suis un sociologue et je me suis passé depuis le 11 septembre 2001, comme beaucoup de musulman ordinaire, j'ai été saisi par la question de l'islam. Je vis en Europe la plupart du temps et donc j'ai essayé de réfléchir depuis, en tant que musulman ordinaire, à ces questions d'islam au devant de l'actualité. Et le projet qui est le mien, j'ai écrit un premier livre qui décrivait un peu ce qui se jouait au niveau de la jeunesse dans le monde arabo-musulman. C'était, disons, j'avais m'étais inspiré de mes travaux aussi d'observations participantes au Caire Mexique, mais dans d'autres terrains, en Algérie, au Liban, Égypte. Et dans ma courbe de vie, l'idée était aussi de venir réfléchir sur la question de la pensée. Nous sommes dans un âge d'explosion des connaissances et je me suis attaché pendant 10 ans à travailler sur la question de la rationalité en islam. Donc je défends un projet d'une refondation ou d'un renouveau de la rationalité en islam, suite à tout ce qui se passe depuis 20 ou 30 ans. Comme vous le savez, l'islam, depuis la fin de la guerre froide, est devenu une sorte de ennemi métaphysique de l'Occident et qui, Donc j'ai été interpellé, je vous l'ai dit franchement, en tant que musulman, d'une part il faut le dire, une sorte de haine de l'islam ou des musulmans, parce que les musulmans sont d'une manière ou d'une autre ont été rendus collectivement responsables du terrorisme, de la violence, de quelques-uns, de minorités agissantes. Et d'un autre côté, je suis aussi interpellé par des manifestations extrémistes, violentes, martiales, de rejet, conservatrices, ce qu'on appelle fondamentalisme ou extrémisme religieux. Donc d'un côté l'islamophobie et d'un autre côté l'islamophobie. Donc
cette politisation extrême, cette marchandisation, etc. Et donc mon projet, je vais essayer aussi de le partager avec, parce que je vois que c'est un très jeune auditoire, donc je vais essayer de simplifier. Je défends le projet d'une philosophie, d'une manière de penser, tournée vers l'avenir, autour de ce qui va arriver ou ce qui peut ou pourrait arriver. Et donc dans ce projet, je vous le dis franchement, il y a une critique de la raison dominante en islam, du théologico-politique. Alors derrière ce mot, ce concept est peut-être un peu difficile, mais c'est l'idée des rapports au pouvoir et au savoir qui ont été noués au cours du temps. Donc il y a cet aspect de critique parce que nous sommes dans un âge d'explosion des connaissances où aujourd'hui l'accès au savoir, mais aussi nous sommes dans un âge de démocratisation, d'attente aussi énorme du point de vue de la démocratie, des processus en cours. Il y a 10 ans, il y avait le printemps des peuples arabes et un peu partout dans le monde, il y avait ces demandes de liberté. Donc comment avoir une raison qui soit fondée aussi sur un rapport plus différent au savoir et au pouvoir? Et le concept que j'ai utilisé, donc c'est là où ça peut vous intéresser, c'est cette idée comme vous le savez, on dit beaucoup la quête de sens. Et pour moi, c'est plus un problème si on est en quête de sens en islam. Pour moi, le concept véritable, celui qui fait sens, c'est la quête de science, talab al-ilm. Vous connaissez tous les hadiths, chercher la science jusqu'en Chine. Donc pour moi, si vous voulez, face à une crise de la pensée islamique, je crois que ce n'est pas un secret de dire que voilà, l'islam a accédé au rang de civilisation très rapidement et a brillé sur le plan non seulement de la théologie, mais de la philosophie, des sciences expérimentales. La modernité, si vous voulez, est derrière nous depuis 1000 ans en arrière. Donc c'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, nous avons une pensée qui n'est plus en phase avec les transformations, les défis de la société d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Donc je défends ce projet et donc, si vous voulez, là je vous montre en tant qu'étudiant, quand on fait, ça c'est mon poster de présentation de ma recherche, c'est à titre indicatif, c'est pour vous donner un résumé, je fais une évaluation de la situation, un peu d'une rationalité religieuse dominante, ces 3 traits majeurs, j'y reviendrai. Bon, je passe par un long processus, je ne vais pas le définir ici, mais et puis je vois venir, en tant qu'observateur, en tant que sociologue, je vois venir une rationalité religieuse nouvelle qui est basée sur un nouveau rapport à la complexité du monde. Je ne suis pas théoricien, donc je ne suis pas quelqu'un qui travaille en chambre, je suis quelqu'un qui fait du terrain. Je vous invite à visiter l'atelier de recherche Iqbal, donc qui existe en ligne et qui offre, si vous voulez, face aux défis de la méconnaissance de l'islam, par exemple en Europe, j'ai voulu créer un espace où on donnait à voir des travaux, une manière de réfléchir, des intelligences à propos de la question islamique de notre temps. Donc je vous renvoie à cet atelier de recherche où il y a beaucoup d'entretiens avec des chercheurs, là où j'ai voyagé un peu partout, en Afrique, au Moyen-Orient, au Maghreb, en Europe. Je me suis attaché à décrire, à faire le portrait de certains chercheurs ou de certains auteurs, des gens qui travaillent sur le Coran, des gens qui sont des responsables associatifs. Donc il y a un très riche matériau et nous avons mené avec mon partenaire et ami Hassan Razeli, professeur libanais, nous avons donc fondé cet atelier de recherche et nous avons organisé 2 colloques sur des questions critiques. Je vous ai dit critique du théologico-politique, c'est-à-dire que je suis en tant que sociologue un peu artificier de par mon métier, j'avance sur des terrains dangereux. Même le religieux, je vous en parlais, est un terrain radioactif. Donc il faut savoir, s'avancer. Donc nous avons traité d'une question sensible, la question de la sécularisation. Donc nous avons fait un premier colloque à Genève, religion-État en islam, c'était en 2013. Au cours de ce colloque, je me suis rendu compte que j'avais totalement évacué une dimension qui me paraissait extrêmement importante. Il y avait juste une femme qui s'était exprimée en dernier, et j'avais trouvé que inconsciemment nous avions fait une très grave erreur, nous qui voulions penser de manière critique la question de la rationalité religieuse dominante. Et donc nous avons consacré un 2e colloque sur cette question aussi qui est importante et qui me paraît sensible, la question femmes, liberté et droit en islam. Nous avons réuni des femmes musulmanes pour l'essentiel qui travaillent de l'intérieur pour revoir, disons, une lecture ou une vision machiste
Ils remettent en cause une vision masculiniste de la religion, du rapport au texte. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des travaux très concrets, tous ces colloques sont disponibles en ligne, vous pouvez vous en inspirer. Nous ambitionnons, alors ça c'est le grand projet, terminer ce cycle par une autre question, une approche du Coran. Qu'est-ce que nous savons du Coran à la lumière de nos connaissances actuelles, des approches scientifiques, voilà, en sciences sociales, etc., aux productions théologiques, et réunir les meilleurs chercheurs sur cette question en Europe et les meilleurs dans le monde islamique, et les réunir, ce qui n'a jamais été fait. Donc ça, c'est une grosse conférence et que ça va nous prendre un peu de temps pour la mettre en place. Mais c'est pour vous dire que, concrètement, voilà, on est tourné de manière empirique sur aborder des questions sensibles et les traiter de manière, disons, rigoureuse. Je voudrais aussi, pour que vous dites, comment se fait-il qu'un sociologue vienne se permettre de critiquer le théologico-politique, etc. Je vous ai parlé de tous ces travaux et de tous ces efforts. Je voudrais aussi signaler que j'ai conçu et dirigé une somme sur la radicalisation, le djihadisme au Sahel. Voilà, donc c'est très concret. Vous savez, il y a des gens, des grands professeurs qui écrivent des ouvrages sur Daesh, ACMI, Al-Qaïda, et qui n'ont jamais quitté leur bureau de Londres, Paris ou New York. Nous avons été au plus près des populations concernées par la violence extrême, des mouvements djihadistes, mené 800 entretiens dans 8 pays de la région. Vous voyez tous ces petits points rouges, c'est le côté scientifique, empirique. Nous sommes allés dans toutes ces régions, c'est-à-dire des endroits où il n'y a personne qui peut s'aventurer sans escorte. Même le CICR, qui est une des plus grandes instances, organisations internationales, ne se déplace pas sans escorte de forces de sécurité. Et nous avons déployé 100 chercheurs et enquêteurs, dont certains un peu plus âgés que vous, mais voilà, niveau master. Et ça a été pour moi la plus grande aventure intellectuelle. Ces travaux sont disponibles en français et en anglais sur le carnet de recherche. C'est pour vous dire que ce n'est pas de la théorie. Le fruit de ma réflexion vient et nourrit vraiment de manière sur des travaux empiriques. J'ai divisé dans le livre que j'ai fait paraître, si vous voulez, je me suis intéressé à approcher la question du point de vue du rapport, cette notion de haqq, organise, structure un peu le travail de mon livre. C'est-à-dire que je me suis intéressé à décrire ce qui se passait à travers les différentes significations de ce mot haqq. Et donc la première partie de mon travail, c'est de décrire la réalité telle qu'elle est. Et ça, je n'ai pas une proposition particulièrement avancée. Je crois que nous avons tous la capacité d'observer, de critiquer, d'aimer ou de désavouer des manifestations intéressantes, intelligentes ou violentes de l'islam contemporain. Et donc cette première partie, c'est la réalité, et j'appelle ça la quête de sens, parce que pour moi, ce que je regrette, et particulièrement depuis le 11 septembre, c'est que la question de l'islam n'est plus devenue une question véritablement religieuse dans le sens d'un rapport personnel, individuel, au sacré, au divin, mais que c'est presque devenu une question identitaire. C'est comme une nationalité, en fait. Et c'est ce que je décris par quête de sens. C'est que les gens disent, je suis dirigé vers l'islam, je suis en quête de sens. Mais du point de vue psychanalytique, la quête de sens traduit une perte de sens, une perte d'identité. Et donc, il y a dans cette réalité que je décris, voilà, il y a le meilleur et le pire. Hein. Donc, au premier plan de l'actualité, nous avons ou des affaires intérieures de l'État jusqu'aux relations internationales. L'islam est au devant de la scène depuis plus de 30 ans. Rappelez-vous les guerres américaines punitives en Irak et dans d'autres régions, la terreur sidérante dans l'Al-Qaïda de Daesh, le cancer de la rente des pétromonarchies, des énergies fossiles. Ces énergies fossiles, et vous êtes sensible à cette question, qui sont responsables aujourd'hui du collapse, de la catastrophe bioclimatique, donc que toute l'humanité va subir d'une manière ou d'une autre, et que nous ressentons déjà. Et donc, ce que j'ai vu, c'est, je voulais évoquer, depuis la fin de la guerre froide, l'islam a une fonction un peu idéologique d'épouvantail, c'est un antagonisme structurant pour l'Occident. Et moi, je constate que de l'intérieur, voilà, la réalité, c'est que de l'extérieur comme de l'intérieur, l'islam est déformé, diffamé, violenté, et surtout pour moi, en tant que sociologue qui m'intéresse et qui
fasciné par la pensée, mal pensée justement. Il y a une pauvreté conceptuelle. J'ai évoqué la question de l'islamophobie, mais aussi la question de l'islamophobie, des extrémistes. Comment garder raison? Donc vous comprendrez que penser, voilà, une philosophie de l'Iqbal, je vais l'expliquer ce que c'est ce qui est en jeu, c'est revoir radicalement les rapports à la société, à l'économique, au temps du monde, à la science et à la connaissance. Je ne touche pas, je veux préciser que mon rapport, mon constat critique du théologico-politique ne touche pas la dimension voilà, la relation à Dieu, la croyance, ou même les rites, etc. Il ne s'agit pas de détruire la foi, c'est-à-dire que tout en respectant la foi de chacun, il s'agit de revoir des choses qui ne sont pas sacrées. Le rapport à la société, aux politiques, à l'économie ne sont pas des choses sacrées, mais ils ont été sacralisés d'une certaine manière. Donc ce projet, c'est une manière éclairée de concevoir l'individu contemporain, le rapport au genre, donc je l'ai évoqué, l'altérité, le non-musulman, parce que l'islam est une force, un cinquième, un quart de l'humanité, mais il y a le reste de l'humanité qui n'est pas de la communauté musulmane. Donc comment réagir au sein de cette humanité plurielle et globalisée? Alors, je voudrais aussi préciser, et ça c'est un point important, parce que nous sommes au Maroc, et je voudrais que vous fassiez un effort de décentration pour que vous ne pensiez pas l'islam comme ce qui se passe au Maroc, c'est-à-dire un islam malikite, voilà, d'école ash'arite, dans le cadre d'une monarchie chérifienne. Je voudrais préciser que le monde de l'islam, je l'ai évoqué, c'est un cinquième vers un quart de la population mondiale, que c'est majoritairement non arabe, donc 80% non arabes, il y a plus de musulmans en Indonésie que dans tout le monde arabe, en fait, il y a des sunnites, oui, mais il y a aussi des chiites. Donc, je voudrais mettre en accent cette diversité de l'islam. Donc, que vous fassiez l'effort de penser que l'islam n'est pas ce que vous connaissez au Maroc, qu'il y a aussi d'autres... L'islam se vit en régime majoritairement républicain. Donc voilà, il y a de grandes républiques, la Turquie, le Pakistan, les pays du Sahel, etc. Préciser aussi qu'il y a différentes écoles de jurisprudence. Évidemment, moi, ces précisions, je les présente à un public européen, mais je pense que c'est important de le mentionner aussi à un public marocain pour qu'il qu'il imagine qu'il y a d'autres expressions que celles prévalant au Maroc et depuis des siècles. Donc voilà, diversité des écoles, il y a aussi diverses expressions, le soufisme, évidemment, l'islam politique. Alors, la question de l'islam et la sécularisation. Qu'est-ce que c'est que la sécularisation? C'est un processus universel qui tend à distinguer le spirituel du temporel. C'est un processus qui est universel, mais qui a pris différentes formes au cours du temps et selon les aires culturelles. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça c'est mon constat, mais c'est au terme d'un long travail, c'est que je vois venir, ce que je vois, c'est une sortie de l'islam. C'est-à-dire, je vous ai expliqué que vivre l'islam comme une question identitaire, mais pas vraiment comme une question religieuse, spirituelle, intérieure et personnelle, mais plutôt comme quelque chose qu'on affiche. Donc cette idée de la sortie de l'islam, c'est cette première manifestation. L'islam est visible dans le monde. Il y a un phénomène même de signe ostentatoire. Il y a la politisation, il y a la marchandisation. Il y a un aspect matérialiste et dogmatique, et aussi la violence. Il y a des groupes qui utilisent la violence pour, au nom de l'islam, afficher. Donc c'est ce que j'appelle cette sortie de l'islam. C'est une forme contrariée, paradoxale de sécularisation, une sorte de désacralisation sauvage qui est subie sur le mode de l'effraction, surtout dans le domaine politique et économique. Nous avons beaucoup d'exemples sur ces points-là. Et donc l'enjeu de sécularisation, elle doit être pensée, elle doit être maîtrisée. Et je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est mon constat, peut-être vous allez diverger, on pourra en discuter, mais ce qui domine aujourd'hui dans l'islam d'aujourd'hui, c'est l'essentialisation de l'accessoire. L'accessoire devient visible, prépondérant, et l'essentiel est mis à la marge. Et c'est ça que j'appelle la sortie de l'islam. Alors, des individus libres, vous êtes des individus libres, vous êtes des individus jeunes,
vous allez explorer non seulement vos compétences, mais j'espère aussi votre liberté et votre esprit de créativité. Vous ne pouvez pas vous satisfaire de phénomènes de ce genre, d'essentialisation de l'accessoire. Et donc, des gens comme vous et d'autres, et nous, un certain nombre de gens, nous cherchons, en fait, nous œuvrons pour ce que j'appelle l'islam de la sortie. La sortie, il faut l'entendre comme une sorte d'issue, comme une solution à l'impasse actuelle du théologico-politique. Produire de nouvelles réponses aux défis de notre temps. Donc c'est ce que j'appelle la sécularisation. Je donne un enseignement même à l'université de Fribourg. Vous savez qu'en Europe, on parle beaucoup islam, laïcité, etc. Moi, je crois, sauf erreur de ma part, que je suis le seul à donner un enseignement université sur cette question. Et je maîtrise, et l'idée, c'est de prendre la sécularisation et de la penser de l'intérieur depuis l'islam, sans la subir, de manière, passive. Alors là, je décris le réel, le haqq, la haqiqat, c'est ce que je vois. Je m'inspire là parce que ça nous parle tous, ce que j'appelle le réductionnisme religieux. Ça, je m'inspire d'un artiste plasticien, Mounir Fatmi, marocain. Je crois que c'est facile de comprendre que ce qui prédomine aujourd'hui, c'est un peu à travers ces images, cette quête de sens, mais qui est très limitée. Il faut savoir lire entre les lignes. On cherche, le musulman modéré, c'est un nouveau concept, se casse la tête. Et je décrirai l'état un peu de nos cogitations et de nos gesticulations à travers ces quelques images parlent beaucoup. Mounir Fatmi m'aide à penser cette question, cette critique du théologico-politique, dont j'ai trouvé intéressant de montrer ça, parce on peut être dérangé aussi. Je conçois qu'on peut être dérangé, mais le but, c'est d'en discuter aussi. La réalité, aujourd'hui, de l'éthique islamique, c'est aussi un certain nombre d'images et de symboles. Donc, c'est une étape qu'aujourd'hui, les pétromonarchies sont aussi au premier plan de cette islamité qui est au devant de la scène sur le plan mondial. Et donc, on est dans une étape existentialiste de consommation à outrance. Le rapport à l'économie, c'est pas le travail. C'est pas ce que Max Weber disait, le rapport au travail, mais c'est la rente. Et donc, jamais comme travail et production. Évidemment, c'est lié à l'énergie fossile, au pétrole, et dont on sait qu'il faut absolument que nous sortions de cette ère du pétrole qui nous mène disons, à l'effondrement planétaire. Et donc, j'ai cité par exemple ces canettes de soda, de boissons sucrées, parce que vous vous rappelez souvent que les musulmans se montrent très très craintifs pour tout ce qui touche à des symboles qui pourraient être profanés par un usage pas très conscient. Mais regardez comme les musulmans sont fiers de mettre le nom du lieu le plus simple sur de la boisson gazeuse américaine. Ça ne pose aucun problème. Et là, il n'y a pas de choc, etc. Et je pense que cette réalité, elle nous parle. Je vais donner l'autre slide suivante pour montrer un peu la réalité aussi de notre rapport. Je voudrais qu'on fasse une petite méditation sur cette image. Ceci est la Mecque, c'est le lieu sacré pour 1,6 milliard d'individus. C'est le lieu de pèlerinage. Regardez ce qui s'est construit autour de ce lieu sacré des musulmans. Comment on a pu en arriver là? Donc là, c'est ça que je disais, cette désacralisation sauvage. Ce lieu, on a construit, on a détruit des patrimoines historiques, des maisons qui appartenaient à la famille du prophète, des lieux qui faisaient sens pour les musulmans. Et qu'est-ce qu'on a mis à la place? Regardez, quand on est à la Mecque, regardez ce qu'on a au niveau symbolique au-dessus de soi. Donc c'est ça la réalité qui est la nôtre et qu'il falloir affronter. C'est-à-dire qu'il faut penser cela. Face à ça, comment réagir à toutes ces manifestations? Alors j'ai forcé un peu le trait, évidemment il y a des choses beaucoup plus intéressantes, il n'y a pas que ces aspects-là, mais disons, ça justifierait ma critique du théologico-politique et ma défense d'un changement de paradigme et de structure mythique. Changement de paradigme, c'est un concept qui est très courant dans l'histoire des sciences, vous allez probablement l'aborder. La science a cette capacité de connaître des bouleversements ou des révolutions et de revoir
radicalement ses propres présupposés pour rebondir à partir de nouvelles théories, de nouveaux concepts. Et en fait, aujourd'hui, depuis plus d'un siècle, il y a eu des bouleversements conceptuels dans le domaine des sciences, et moi je m'inspire pour ce qui est du religieux en islam, pour adopter un changement de paradigme. C'est-à-dire que pendant des siècles, la science a été classique. C'était la science newtonienne, la science... voilà, Isaac Newton, son déterminisme, Charles Darwin, son évolution, voilà, Adam Spence et la main cachée, voilà, etc. Depuis plus d'un siècle, avec la révolution de la physique quantique, mais aussi dans les mathématiques, l'invention de l'informatique, l'explosion des logiques du vivant, etc., nous avons de nouveaux concepts. Aujourd'hui, la science n'est plus simplement on a quitté le champ classique et on est vers des approches du complexe, les sciences de l'incertitude, de l'incomplétude, de la turbulence, de l'écart à l'équilibre, l'auto-organisation. Voilà des nouveaux concepts en sciences qui triomphent actuellement. Et en fait, je voudrais défendre, si vous voulez, l'adoption d'une nouvelle structure. Et c'est là où je vais avancer mon projet de l'Iqbal. Dans ce que j'observe, je pense que les musulmans, au cours de ces siècles, sont, disons, sous l'influence d'une structure mythique et mystique que j'appelle le salaf. Et ne voyez aucune critique derrière ça. C'est que l'idée, c'est que le salaf, ça renvoie à l'origine, au premier temps de l'islam. Et donc, cette structure fonctionne et pour toutes les expressions de l'islam. Et je pense qu'il faut aujourd'hui adopter une nouvelle structure pour s'en libérer, parce que nous sommes depuis des siècles prisonniers de ces structures du rapport. C'était mieux avant, au début de l'islam. Les plus grands musulmans, c'était les premiers croyants. Voilà. Et on est bloqué dans ce regard en arrière alors qu'il s'agit d'avancer. Et donc moi je dévance cette idée vers le futur, et c'est pour ça que je choisis cette notion d'Iqbal que je vais expliciter, mais disons que c'est une pensée possibiliste et qui est tournée vers l'avenir. Alors évidemment, même depuis 2 siècles et demi, nous avons connu la Nahda, l'Islah, la Renaissance et Réforme, mais c'est des mouvements de modernisation, mais justement, cette modernisation a été toujours l'invention ou la réinvention de la tradition en disant le salaf, il faut prendre exemple sur les premières générations de musulmans. Donc, c'est cette structure mythique salafi qui, pour moi, me pose problème. Je parle d'un organon salafi. Qu'est-ce que c'est qu'un organon? C'est un outil théorique et méthodologique servant de guide pour la réflexion philosophique. Et malheureusement, toutes les expressions, tous les courants de l'islam y ont recours. C'est-à-dire qu'ils retournent à ce passé. Ils sont prisonniers d'un passé qui est mythifié, reconstruit, et que c'est aussi une attitude typique des temps modernes. Aujourd'hui aussi, les gens nous disent « c'était mieux avant », c'est-à-dire face à l'anxiété métaphysique que crée l'incertitude ou le devenir, les gens préfèrent se réfugier sur un passé sur lequel ils fantasment le plus souvent. Alors, salafi, ça renvoie à l'Aslaf al-Salihin, les pieux ancêtres, c'est les 3 premières générations de musulmans. Donc c'est l'horizon indépassable de la pensée, de la production, de l'action. Mais vous remarquerez que du point de vue étymologique, la racine salafa, c'est les ancêtres, mais c'est aussi le pré. Hein, et la religion, din, c'est religion, mais c'est aussi le dû, la dette. Et donc, moi, ce qui me fait problème avec cette structure mythique, c'est que la croyance est définie en tant que créance, que c'est une sorte de dette infinie aux anciens, et que finalement, c'est les tout premiers musulmans qui sont dignes de crédit. Et donc, sur le plan des défis, comment avancer avec cet organon, finalement, c'est une boîte de vitesse à 2 positions, extrêmement rudimentaire, marche arrière et point mort. Donc, on ne peut pas aller très très loin avec cette structure, malheureusement. Il y a une rigidification du raisonnement face à la dynamique complexe des situations rencontrées. Et donc moi, je suis pour, en ayant observé un peu autour de moi, qu'est-ce que les transformations sociétales, les demandes de liberté, de la part des jeunes, leur mécontentement, leur rupture avec l'ordre établi, je pense il faut instaurer une sorte de rupture avec la croyance que c'est dans le passé que se trouvent les solutions à l'avenir. Et que c'est dans la rétrovision que l'on trouvera la solution, parce que la rétrovision, c'est une rétroprétification du sens. Donc moi, je défends une proposition qui est un anti-salaf, mais quand je dis anti-salaf, c'est pas contre les salafistes. Moi, je respecte dans mon travail, je dialogue. Je voudrais préciser que je ne diabolise pas l'islam politique, l'islamisme,
les djihadistes, dans mon métier, je fais un terrain, je dois discuter, établir des liens, j'œuvre dans des processus de résolution de conflits, études de la paix, donc je n'ai pas une vision manichéenne comme certains experts sur l'islam qui disent, voilà, il y a un fascisme vert, etc. Je n'entre pas dans cette catégorie. J'établis un dialogue, et j'entends, j'écoute depuis un certain nombre d'années, mais ça me permet en revanche d'être extrêmement critique de l'intérieur sur tel ou tel aspect de telle et telle expression. Et donc, pour revenir à cette structure mythique de l'Iqbal, elle est orientée vers l'avenir, vers l'altérité. C'est une démarche heuristique. Qu'est-ce que ça veut dire heuristique? Heuristique, c'est-à-dire c'est le moyen pour trouver une solution. C'est-à-dire, nous n'avons pas la solution, mais la voie que nous allons emprunter nous permet de déboucher sur une solution. Et vous remarquerez que dans cette notion d'Iqbal, Qabala, c'est une projection dans l'avenir, hein, donc ce qui est devant nous. Donc c'est pour ça que j'ai dit anti-salaf. C'est vraiment l'opposé. C'est le muqabbal du salaf, c'est-à-dire c'est qu'on regarde devant nous. Et donc là, de ce point de vue, la boîte de vitesse sur le plan des fonctions cognitives, elle est très intéressante parce qu'il y a plusieurs rapports de transmission et elle démultiplie le complémentaire. Donc pour quelqu'un qui pense, qui maîtrise des concepts ou qui développe une sorte d'ingénierie du sens, on peut obtenir un régime optimal de puissance dans l'acte de pensée puisqu'on est aussi en phase avec les transformations que l'on voit au sein de nos sociétés, partout, y compris bien évidemment dans le monde musulman. Je voudrais aussi valider cette notion d'Iqbal à travers sa signification, disons la nappe et le faisceau sémantique. Sémantique, c'est tout ce qui a rapport à la signification. Donc, la notion d'Iqbal, elle fait référence à un nom, un grand philosophe, Mohammed Iqbal, philosophe indien du siècle dernier, et aussi un mot dont la portée est indicative, enrichi par ce faisceau sémantique. Donc, le philosophe indien Mohammed Iqbal, c'est considéré comme le père spirituel du Pakistan, mais il est mort 10 ans avant la création du Pakistan, c'est pour ça que je le considère comme un philosophe indien, et il a écrit un livre, petit livre, qui est une base de conférences en anglais, Reconstruire la pensée religieuse en islam. Et en fait, ce simple ouvrage l'a consacré immédiatement comme le plus important philosophe de l'islam du XXe siècle. Et en fait, mon projet, c'est exactement, il s'est trouvé que je l'ai lu en cours de mes recherches, et c'est exactement ce projet, parce que lui, il voulait réconcilier la philosophie de l'islam avec la philosophie des sciences et les autres savoirs de son temps. La notion d'Iqbal renvoie donc, regardez les significations, c'est assentiment, adhésion, participation, approche, prospérité, fortune, y compris en langue ourdou, etc. Regardez aussi les dérivés sémantiques de ces mots, le qaboul, l'acceptation, la rencontre, l'opposé, l'accueil, le futur, et bien évidemment, la direction de la prière, qibla, et évidemment, même le mot tribu vient de cette racine. Il y a un point que je trouve magnifique, c'est que même la sage-femme, la qabla, dérive de ce mot, de cette racine qabala. Et qu'est-ce que c'est la qabla? Qu'est-ce que c'est que la sage-femme? Ça, c'est un point très intéressant. C'est celle qui fait accoucher la société de demain. Et ça, c'est quelque chose qui parle au philosophe Socrate, la maïeutique. Lui-même se disait sage-femme, fils d'une sage-femme. C'est-à-dire, lui, il prétendait que le savoir, on le fait accoucher. Voilà, donc il y a dans cette dimension, je l'affirme, je le défends, dans mon projet de nouvelle rationalité, une volonté de féminiser la rationalité en islam. Je pourrais m'en expliquer. Et donc, voilà, donc si vous prenez cette simple racine Qabala, j'oublie que aussi dans le judaïsme, la Kabbale vient de ce mot, Qabala, de cette même racine sémitique. Et donc, c'est tout le déroulement du champ incoactif de l'islam, c'est-à-dire qu'on est parti de l'histoire d'une tribu, de sa logique de petit monde, et nous sommes arrivés très rapidement à une civilisation. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est une pensée de l'avenir, de l'autre, du prochain, des contraires et des opposés. La deuxième partie, donc là, je vous ai décrit un petit peu la réalité sur laquelle que j'ai observée, sur laquelle qui m'a fait réfléchir. C'est pour ça que je défends ce projet d'une pensée tournée vers l'avenir. Comment, du point de vue de l'ingénierie, parce que vous utilisez vous faites des travaux très techniques qui échappent dans vos propres disciplines. C'est bien développé dans mon livre. La deuxième partie de mon livre aborde une autre
acception du terme al-haq, c'est-à-dire le vrai. Et là, nous quittons la réalité, ce que tout le monde peut observer et sur lequel on peut diverger, pour aborder, alors là, on n'est pas dans la quête de sens, mais on est dans la quête de science, donc ce concept véritablement islamique, talab al-ilm, et là, on aborde la question de la métaphysique, le vrai qui est au-delà des apparences et du physique. Et donc, dans mon projet, évidemment, je m'attarde longuement, je m'appuie sur le travail aussi de Mohamed Iqbal. Je vous ai dit qu'à travers un simple livre, il a pu accéder vraiment à un très haut grand sur le plan de la philosophie de l'islam. Et il a croisé dès les années 1930 philosophie des sciences et philosophie de l'islam. Et il a compris dans l'essence de l'Occident ce qui pouvait être comparé avec l'essence de l'islamité. Et donc il a saisi les bouleversements scientifiques et il a comparé avec les possibilités de rebond sur le plan de la pensée pour l'islam. Et c'est un projet extraordinaire. Et ce livre est très très modeste, c'est des conférences, donc ce n'est même pas, disons, quelque chose qui est construit comme un livre, mais qui, du point de vue du contenu, est absolument remarquable. Alors, ce livre, pour moi, est le livre sur lequel c'est le travail que j'ai poursuivi 90 ans après. Mais je voudrais mentionner comment il commence son livre. Il montre il dit le Coran est un livre qui met l'accent sur l'acte plutôt que sur l'idée. Et il dit il n'est que naturel d'exiger une forme scientifique de connaissance religieuse. Et à mon humble niveau et en toute modestie, c'est ce que j'ai fait 10 ans. Je me suis consacré 10 ans de ma vie pour proposer un essai d'une connaissance, d'une approche religieuse, scientifique du religieux aujourd'hui. Donc, remarquez, disons la perspicacité en 1930, il dit « J'ai essayé de satisfaire bien que partiellement à cette demande urgente en m'efforçant de reconstruire la philosophie religieuse musulmane et en tenant compte du monde des traditions philosophiques de l'islam et des progrès les plus récents dans les divers domaines de la connaissance humaine. Et le moment actuel est tout à fait favorable à une telle entreprise. » Et donc, c'est ce projet, si vous voulez, que je vous invite à embrasser. Disons, il y a un certain nombre d'auteurs, de chercheurs dans le monde musulman, dans le monde arabe, en Europe et ailleurs, en Afrique subsaharienne, qui travaillent sur ces questions, qui essayent justement de produire une nouvelle production scientifique sur la connaissance religieuse. Alors évidemment, il aborde la biologie, la physique classique. Il dit la physique classique a appris à critiquer ses propres fondements. Et ce que je dirais, c'est que ce dont l'islam a le plus besoin, c'est d'apprendre à critiquer ses propres fondements. Voilà, c'est cette démarche qu'aujourd'hui nous devons entreprendre et de manière rigoureuse. Et pour vous donner aussi une ordre d'idée de l'audace et de la perspicacité de Mohamed Iqbal, par exemple, regardez travers ce poème comment il met en scène la question de l'évolution. Nous n'avons jamais eu de problème, par exemple, avec la question de l'évolution, mais aujourd'hui, dans l'islam contemporain, on fait le procès de l'évolution, le procès du singe, etc. Alors que de tout temps, ça n'a jamais été un problème. Et regardez comment, à travers ce poème, il montre que ce processus de sélection, il le met en scène d'une manière poétique, une véritable cosmogénèse. Pour un seul ciel, il produit 100 nouvelles lunes, pour un seul mot, une centaine de discours. L'excuse pour ce gaspillage et cette cruauté, c'est de façonner et de parfaire la beauté spirituelle, etc., etc. Donc alors il se base aussi sur la connaissance perceptuelle, et ça c'est un point très important, dans le sens que je ne vous invite pas simplement à utiliser des concepts et à travailler de manière théorique, j'ai dit qu'il faut que nous soyons empiriques. Rappelez-vous comment la préface de Mohamed Iqbal disait « Le Coran, c'est un livre qui met l'accent sur l'acte, pas sur l'idée ». Voilà. Et ce qu'il va, pour vous donner sa finesse d'analyse, il va analyser l'apport de la philosophie grecque. Il reconnaît que c'est une grande force culturelle de l'islam, mais pour lui, il se permet de critiquer en disant l'apport grec a obscurci la conception du Coran, parce qu'il montre que Socrate, par exemple, est toujours concentré sur la pellicule de sens
anthropocentrique, donc autour de l'homme, et il dit, alors Mohamed Iqbal, il dit, combien est différent l'esprit du Coran qui voit dans l'humble abeille un réceptacle de l'inspiration divine et s'adresse constamment au lecteur pour lui faire remarquer le mouvement perpétuel des vents, l'alternance de nuit et du jour, le nuage, le ciel étoilé, les planètes naviguant dans l'espace infini. Platon aussi méprise la perception sensorielle et montre que dans le Coran, nous devons rendre compte de ce que nos sens captent. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre que finalement, l'apport grec a aussi retardé parce que l'épistémé, donc le rapport à la connaissance qui existe à partir même du texte fondateur, le Coran, c'est un rapport qui est fondé sur une connaissance perceptuelle. C'est vraiment une logique des sens. Voilà, être témoin, shahid, de ce dont nos sens captent. C'est une approche sensorielle du réel. Et c'est très loin de la conception grecque, voilà l'idée. Donc, voilà quelques versets coraniques qui montrent voilà, comment nous devons rendre compte de non seulement de ce que nous voyons, nous pensons, nous entendons, mais ce que nous pensons. Et c'est à travers cette connaissance perceptuelle qu'il y a un avenir. Donc, c'était intéressant de montrer cet aspect, de tourner vers la pensée empirique. Alors évidemment, dans mon livre, j'aborde évidemment un peu l'histoire, la philosophie des mathématiques, pour voir aussi un certain nombre de choses, que le rapport au nombre, c'est aussi un lien avec le religieux fondamental, que selon voilà l'infini, le 0, 1, 2, 3, etc., c'est aussi un rapport à la divinité. Il y a des sociétés polythéistes, il y a des sociétés dont la spiritualité est basée sur la vacuité, sur le vide. Il y a aussi dans la science inconsciemment la reproduction de la vision monothéistique. Quand vous allez travailler sur les lois de la physique, etc., vous allez vous rendre compte que les scientifiques ont toujours une volonté d'unifier les différentes lois. Et cette volonté d'unifier, elle n'est compréhensible que dans le cadre monothéistique. C'est-à-dire qu'on voit clairement que, du point de vue il y a une structure qui agit dans l'esprit des sciences de vouloir unifier. Parce que d'un point de vue, vous avez aussi, j'avais travaillé avec André Linde, un astrophysicien, qui propose un univers infini et éternel, et de ce point de vue-là, il se ressource, ou il va trouver, disons, des résonances philosophiques, par exemple dans l'hindouisme. Donc c'est pour vous dire que entre les nombres et les rapports aux religieux, il y a des liens invisibles mais profonds. Donc évidemment, j'aborde tout ça. Je m'attarde sur la question du zéro, qui a affolé les Grecs. Le zéro était quelque chose que les Grecs n'ont pas maîtrisé. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Babyloniens, mais aussi les Indiens et les Arabes vont ne pas s'affoler, ils vont maîtriser ce nombre. Et donc ils vont lui trouver, voilà, ils vont l'utiliser. Alors c'est les débuts de l'arithmétique ou même de l'algorithmique. Bon, je vous ai signé pour dire que entre le zéro et l'infini, vous avez un certain nombre de symétries. C'est vrai que ce chiffre ou ce nombre pouvait être affolant, mais alors évidemment, dans la pensée indienne, par exemple le bouddhisme, la vacuité, c'est quelque chose de très subtil. Et entre parenthèses, quand vous réfléchissez sur le vide à l'origine du Big Bang, donc le vide, il y a une certaine qualité de ce vide. On peut dire des choses là-dessus. Et donc, évidemment, sur le Tao, vous voyez que, pour faire un exemple entre le zéro et un rapport, une vision philosophique, je vous ai cité Nagarjuna et Lao Tzu. Moi, ce qui m'intéresse dans cette valeur symbolique zéro et vide réceptacle, c'est que aujourd'hui, on pourrait dire aussi que la quête de sens, la perte de sens, le vide de sens, soyons lucides. À travers la production de ce qui se produit en majorité, voilà, il y a une manière de contourner ce problème et nous cherchons à exprimer ce vide dans la pensée symbolique de l'islam contemporain. Rappelez-vous, si vous doutez ou vous n'êtes en divergence avec moi, je vous demande de méditer sur l'image de la Mecque pour que vous compreniez ce que j'appelle le vide de sens. Je vous invite à voir ce qu'est la Mecque aujourd'hui, ce qu'on en a fait, pour comprendre ce que j'essaye de dire par perte de sens.
Et donc, je pense que l'opération de maîtrise du vide est quelque chose qui s'est déroulé dans l'histoire des mathématiques. Elle a à voir avec l'histoire de la pensée indo-arabe des mathématiques, et plutôt qu'avec la conception, disons, métaphysique des Grecs. Et donc là, on arrive peut-être à des domaines sur lesquels vous excellez. Donc, rappelez-vous la question le x, cette variable algébrique qu'en sciences sociales, on pourrait désigner par un signifiant flottant. Et donc, à l'origine de l'algèbre, voilà, le Khwarizmi. Donc, Khwarizmi, c'est l'algorithme, c'est le mot le plus sophistiqué que nous avons aujourd'hui pour décrire une pensée qui est en train de transformer le monde. Elle dérive de Khwarizmi, 9e siècle, et qui, lui, a introduit, généralisé les nombres indo-arabes. Voilà, donc, cette notion de chose, qui est l'ancêtre de l'inconnu X, je trouve très intéressant, que nous avons une mise en avant d'un signifiant flottant. Et du point de vue théologique, le terme renvoie à une existence certaine, mais dont la connaissance que nous en avons est encore indéterminée. Et donc, Rojdi Rached, qui est un éminent philosophe des sciences et des mathématiques, cite un linguiste sur l'inconnu Dieu. Vous voyez comment on peut parler de l'inconnu Dieu. Il est une chose d'une chose, non-chose de non-chose, chose de non-chose, non-chose d'une chose. C'est pour dire que les Indo-Arabes ne se sont pas affolés et maîtrisent ce signifiant follet. Dans les sciences sociales, à partir des années 50, Claude Lévi-Strauss, le père un peu de l'anthropologie moderne, va découvrir à travers un terme qui s'appelle polynésien, un terme, disons, le religieux, mana, une fonction sémantique qui exprime un vide au sein d'une pensée symbolique. Alors, ce que là, il le trouve, le mana polynésien, mais on le trouve aussi chez les Indiens, le wakan, le brahman indien, et même la baraka arabe, la bénédiction. Donc, en tant que sociologue, disons, sociologue et anthropologue, il a déterminé que cette principale fonction de cette notion comme le mana ou la baraka, ou bien, c'est se charger de n'importe quel contenu symbolique de manière à exploiter le potentiel sémantique que leur confère une valeur symbolique zéro. Et donc, lui, il semble découvrir que la pensée magique n'est pas, au bout du compte, une pensée illogique et irrationnelle, puisque ce structuralisme des années 60, finalement, il existe dans l'histoire des mathématiques. Donc, il redécouvre, sans le savoir, la fonction algébrique de la variable chose ou x, et la fonction logique du zéro comme marque-plage, comme effet positionnel. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que, je vais conclure ici et laisser ouvert la discussion, c'est que ce que je vois aujourd'hui dans le religieux, je vous propose une étape sur ce vide de sens, cette perte de sens, cette nullité, pour le dire franchement, dans la production de pensée, alors que tout autour de nous, c'est l'explosion des connaissances un peu partout dans le monde. Il y a une étape supplémentaire de raisonnement qui consiste à dire que la fonction du religieux, ce serait comme un vide réceptacle constructif qui peut signifier tout et son contraire selon sa valeur symbolique zéro, et qui a donc un aspect totipotent. Totipotent, ça veut dire qu'il est capable de s'adapter, de prendre la couleur de son milieu, de se différencier en principe d'économie divine, de gouvernement, de droit, en pôle philosophique, métaphysique, mystique, théologique. Donc, pour le dire très simplement, on peut tout faire avec le religieux, et on peut lui faire tout dire sur le salut, le marché, le politique. Et tout le projet qui est le mien, alors je n'ai pas le temps pour le détailler, mais je vous renvoie à mon livre, et demain nous aurons une session aussi d'échange, et je suis aussi ouvert pour les discussions en dehors, c'est que face à ce vide de sens, donc cette philosophie de l'islam va s'attacher à reconstruire et à voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce vide de sens. L'idée que je défends, c'est qu'il ne faut pas chercher le sens, mais il faut produire le sens. Et que produire le sens ne peut se faire pas à coup d'interprétation du texte, mais en agissant. Et que le drame, les musulmans ont accédé au rang de civilisation quand ils ont été des acteurs de l'histoire, quand ils étaient dans l'action. Et notre drame, c'est que nous avons perdu ce sens de l'agir. Et donc il faut s'impliquer dans les événements, il faut agir pour produire le sens. Et donc, dans cette étape qui est, dans mon constat de réalité, qui est à la fois négatif d'une certaine manière, et je pense que vous partagerez un certain nombre d'observations, mais il y a aussi, dans ce vide, il y a une réception et une ouverture, c'est-à-dire permettre un pluralisme, permettre la polysémie du sens, et encore une fois, je voudrais, voilà, Mohamed Iqbal a une citation magnifique, il dit « Sculpte en toi un nouvel être,
Et je pense que c'est cette production de sens, en étant impliqué dans notre temps, dans l'action, dans l'agir, qui peut être la promesse pour une pensée de l'Iqbal en phase avec les défis de notre temps. Je vous remercie et j'aurai plaisir à échanger avec vous. Merci. Merci Reda, merci à tout le monde. Alors, dans je crois la première ligne de son livre, Reda Benkiran parle de Bergson qui explique qu'il lui faut 10 ans pour écrire un livre. Et c'est ce qui s'est passé pour Reda, pour essayer de synthétiser tout ça. Et donc, en 1 heure, il a essayé de synthétiser un travail qui a été déjà synthétisé dans le livre. Je sais que c'est des concepts qui sont un peu high-fly, on va dire, mais l'objectif, comme on l'a dit en préambule, c'est de semer des graines. Donc maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions, c'est le moment d'interagir avec Reda Benkiran. Est-ce qu'il y a des questions? Amine va courir jusqu'à la première question. Merci. Merci de vous présenter, d'essayer de faire des questions qui soient succinctes, si c'est possible, pour qu'on puisse donner la parole au maximum de personnes. Tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur Reda. C'était vraiment une présentation avec beaucoup d'informations. Je vous entends pas. Maintenant? Oui. Merci beaucoup, Monsieur Reda. C'était une présentation riche d'informations. Merci beaucoup. Je m'appelle Lamrali Jamal Abdahman, un étudiant ici, 3e année à l'Institut Marshall. Ma question, c'est si on suit votre proposition de anti-salaf et on ouvre la porte à critiquer les salafs salihides, ceci n'ouvre pas la porte à critiquer même les bases de l'islam, comme le Coran et la Sunna, surtout que ces deux sont transmis par le salaf salihin. Je réponds de suite ou je laisse... On va peut-être prendre deux ou trois autres questions s'il y en a, comme ça on va essayer de les regrouper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a deux. Bonjour tout le monde, je suis Sarah Kaderi, étudiante en 2e année cycle de formation d'architecte. Monsieur Reda, vous avez dit tout à l'heure qu'on doit adapter une approche qui est plus ou moins contre-salafique. Pour moi, ma question c'est, presque dans tous les domaines, on se base sur le passé pour reconstruire l'avenir. Pourquoi, à votre avis, ceci n'est pas valable pour l'islam? Vous pouvez répéter, merci. Vous pouvez répéter la question? Juste les dernières phrases. D'accord. Presque dans tous les domaines, on se base sur le passé pour reconstruire l'avenir. Pourquoi, à votre avis, ceci n'est pas valable pour l'islam? Bon, merci Monsieur Benkiran. Alors, je m'appelle Atrahi Mouad, je suis en 2e année master en sciences des données. Alors, ma question, ça sera, bon, j'aimerais connaître votre opinion et aussi l'opinion de la structure mythique de Iqbal, Mohamed Iqbal, sur l'islam et sur les systèmes et l'opinion de l'islam. Selon vous, sur les systèmes économiques tels que le communisme, le socialisme, etc. Merci. On va prendre une question chez Ptihal et après, je pense que tu peux répondre. Alors, merci beaucoup, Monsieur Benkiran, pour cette conférence riche en informations. Alors, ma question, c'est comment on peut faire la différence entre la désacralisation et la modernité? D'accord. Je vais répondre à la première question.
Je crois, je voudrais lever un malentendu. Je ne critique pas je ne fais pas une critique du salafi. Je dis anti-salaf, vraiment de manière au niveau des références. Parce que, si vous voulez, moi, je suis dans une approche critique, mais qui ne focalise pas. Cette structure salafi, pour moi, se retrouve dans toutes les expressions de l'islam. C'est-à-dire que même dans le soufisme, pour vous dire, je pense qu'elle est prisonnière de ce thème. Je détaille ceci dans mon livre, les caractéristiques, les 3 caractéristiques de la raison religieuse. Mais ce n'est pas une critique pour démonter le courant. La voie salafi n'est pas, disons, bien qu'elle s'affirme comme défense de l'islamité, etc. Moi, je vous ai dit, je ne touche pas au domaine sacré, au domaine de la croyance ou de la foi, mais par contre, je ne m'interdis pas d'avoir un regard critique sur les rapports à l'économie, au pouvoir, à la société. La critique du salafi, alors je vais vous dire une chose. Il faut que vous sachiez qu'en Europe et aux États-Unis, il y a des programmes scientifiques de tout premier plan autour de l'étude de l'islam et du Coran. Et que ce qu'ils sont en train d'entreprendre de manière scientifique avec des Occidentaux, c'est une déconstruction de l'islam totale. Alors, ils se sont attaqués au hadith. Donc, ils ont fait une entreprise scientifique de déconstruction. Donc, ils arrivent jusqu'aux origines. Ils se sont attaqués à la sira. Et ils sont en train de s'attaquer au Coran. En tant que musulmans, je vous le dis solennellement, si nous, face à cette entreprise scientifique de démolition et de déconstruction, c'est-à-dire, pour vous dire concrètement, que sous le Coran, il y a de l'araméen, et sous la prédication, c'est la vision du judaïsme, etc. Donc, ils sont en train, il y a des thèses historico-sceptiques. Alors moi, je me dégage radicalement de toute cette entreprise. C'est pour ça que la voie que nous avons choisi un certain nombre de gens. Moi, j'ai travaillé avec 2 personnes, mais pour vous situer un petit peu le niveau, j'ai travaillé avec un ingénieur civil syrien qui s'appelle Mohamed Shahro, qui lui propose une lecture du Coran du XXIe siècle. Il est décédé il y a 2 ans. En Europe, le théologien musulman francophone le majeur s'appelle Dr El-Ajami, c'est un converti à l'islam qui est en train de produire une somme exégétique, une traduction du Coran qui propose une méthode littérale d'interprétation. Donc, face à cette entreprise scientifique de démolition, si les musulmans ne pensent pas ce rapport aux origines et s'ils ne replongent pas, ils ne proposent pas de nouvelles lectures, des lectures qui ne datent pas de 7-8 siècles, et ma critique concerne toutes les expressions de l'islam. Pourquoi il n'y aurait pas un renouveau de production théologique ou de soufisme? Pourquoi toujours on revient aux anciens? Pourquoi il n'y aurait pas une lecture mystique nouvelle? Pourquoi, si on se base toujours sur le passé, ça veut dire que l'islam ne peut pas avancer, on veut le muséifier. Donc, comprenez bien ce que je veux dire par reconstruire. C'est un travail critique, mais c'est un travail qui cherche justement à critiquer les propres fondements et à proposer de nouvelles réponses. Parce que je vous dis, en face, il y a des entreprises académiques avec d'énormes moyens. Le programme Coranica en Allemagne, vous n'avez qu'à regarder pour vous comprendre. Et ils mettent en avant toutes sortes de techniques, archéologie, épigraphie, etc. Donc les musulmans doivent penser ces questions. Et ils doivent proposer des réponses adaptées. Une lecture qui ne date pas du 7e siècle. Voilà. Et il n'y a rien de désacralisé derrière cela. Par rapport à la question de l'islam, pourquoi l'islam ne peut pas, il faut toujours passer par le passé, je crois déjà avoir répondu en partie à votre question, dans le sens que pour moi, je me refuse de croire que tout s'est joué et qu'il faut rester, il faut revenir à 7, 8 ou 10 siècles en arrière. Moi, je prétends que une religion peut évoluer, qu'il y a de nouvelles productions de savoir, il y a de nouveaux sens, de nouvelles interprétations, et c'est ça, cette activité de la pensée, nourrie de ce que nous savons. Du temps du prophète, il y avait 20 personnes qui savaient lire et écrire. Alors un imam était un savant au milieu de cette assemblée. Aujourd'hui, l'université produit des millions de savants, des gens qui parlent 3-4 langues, qui sont ingénieurs et qui ont des doctorats. L'homme de religion aujourd'hui, je m'excuse de le dire, est au plus bas de l'échelle de la société du savoir. Et donc, il faut, à la faveur de tout ce que nous savons, qu'est-ce que nous pouvons dire? Les anciens, avec leur accès
ont traduit, ils se sont intéressés à la pensée grecque, à la pensée indienne, et regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une civilisation. Et nous, avec les moyens dont on dispose, nous devons rester et revenir prisonniers d'un prisme qui date de plusieurs siècles. Voilà c'est pas tellement le passé qui me fait problème, c'est ce regard qui nous emprisonne, qui nous encamisole vers le passé que je voudrais détruire. Et il ne s'agit pas je veux dire, on peut avoir tout le respect, il ne s'agit pas c'est pas quelque chose de subversif. Même si, au premier abord, ça peut vous choquer. Je suis conscient qu'à 18, 19 ans, 20 ans, ou même plus âgé, ce que je peux vous dire peut choquer. Mais moi, je vous dis, je le fais avec, disons, rigueur, et que dans mon métier, je suis dans des situations dangereuses où la question de l'islam, les gens risquent leur peau. Et je dialogue avec toutes les forces et je suis capable de comprendre le raisonnement et l'intelligibilité et la logique de chaque expression de l'islam, fut-il la plus aimable, la plus évanescente ou celle la plus révolutionnaire. Si je peux intervenir une seconde juste pour apporter un complément peut-être, Reda Bengueira ne parle pas d'un rejet de la dimension historique de l'islam, mais il dit qu'il y a forcément une mise à jour qui tient compte de cet héritage, mais comme il a dit, à la lumière des connaissances dont nous disposons aujourd'hui. C'est pas du tout, il ne faut pas le prendre comme un rejet de ce qui a été fait. Par rapport à la question justement, je vous remercie aussi, vos questions sont très pertinentes toutes et précises et permettent d'éviter les malentendus. Donc je vous remercie pour ces remarques et je vous invite à faire des remarques tout autant critiques et même plus si vous le souhaitez. Dernière question aussi très importante, pourquoi cette désacralisation aujourd'hui n'aboutit pas à une modernité? Et c'est tout l'enjeu. Justement, nous sommes devenus importateurs. Nous prenons tout de l'extérieur et nous avons notre authenticité, notre crédibilité. Mais regardez, et nous prenons tout de la société de consommation, de la théologie du marché, le libre-échange, etc. Et c'est ça l'enjeu de la modernité. Et ce que j'ai fait en conceptualisation sur la notion de iqbal, par exemple, cet effort de conceptualisation basé sur des observations empiriques sur le mouvement des peuples arabes il y a une dizaine d'années, dont les révolutions sociales, ce n'est pas fini, c'est quelque chose, j'ai appelé ça l'année-lumière des Arabes, pas pour dire qu'elle allait transformer, mais pour dire que les effets de ces mouvements, et un peu partout dans le monde, pas que dans le monde arabe, vont prendre plusieurs décennies pour déployer leurs conséquences, et que tout l'effort, c'est justement d'une modernité qui soit crédible, authentique. Et donc l'effort que je fais, de vous parler d'une philosophie de l'Iqbal, j'ai déployé 500 pages pour l'exposer, c'est l'effort d'une modernité de l'intérieur. Par rapport, je sors de là pour vous donner un exemple, aujourd'hui le monde vit une crise du sens majeure, une crise civilisationnelle avec la pandémie qui a révélé une série de crises de tous ordres. Donc il y a une perte de confiance généralisée, crise du politique, crise économique, crise des valeurs, et surtout il y a aujourd'hui maintenant se réunissent les gens sur la conférence sur le désordre climatique, c'est cette menace qui pèse sur l'humanité. Notre mode de vie nous mène à la catastrophe, l'économie libérale, le développement, la croissance économique, produire plus, tout cela nous conduit à une catastrophe et il faut faire moins. Et voilà un effort de modernité. Je décrirai la situation aujourd'hui, qu'il nous faut faire un effort de géométrie restrictive. Nous devons faire mieux avec moins, de moins en moins. Donc certains pensent pour la décroissance. Et le concept qu'il nous faut, nous vivons une crise de civilisation. Et il nous faut un concept pour décrire ce qui est notre enjeu. Et je n'ai pas trouvé meilleur concept que le concept de Omran. Le concept d'Ibn Khaldoun, historien maghrébin du XIVe siècle, mais c'est pas pour revenir en arrière, pour dire que nous pouvons utiliser ce concept. Pourquoi? Parce que Amara, c'est quoi? C'est un rapport au temps et à l'espace. Nous sommes aujourd'hui en train de saturer l'espace et le temps, nous sommes à court d'espace et de temps, nous sommes à court de ressources naturelles, et il nous faut parler de civilisation civilisée. C'est pas l'enjeu, nous devons faire mieux et moins. Nous devons gérer nos croissances et nos excroissances. Et le mot Omran nous permet de penser comment remplir l'espace et le temps de manière à ne pas le consumer et à le saturer. Parce que c'est ça l'enjeu. Donc ce concept, par exemple, est un concept très opérateur. Et enfin, je dirais que quand je vous décris mon cheminement, pour moi, un musulman, c'est une définition comme une autre, ou un croyant en islam, c'est celui qui poursuit la recherche du haqq. Avec toutes les significations que ce mot prend.
Donc voilà, le réel, la réalité, être en phase avec la réalité, avec la justice aussi, avec le droit, avec le divin, la vérité. Donc voilà, je vous donne quelques concepts, quelques notions qui peuvent formuler un projet de modernité authentique et crédible. Iqbal, Umran, Haq. Voilà. Merci Reda, je pense qu'on va vous remercier et merci à tous d'avoir participé à cette première conférence. N'oubliez pas d'aller sur Klaxoon pour faire part de vos feedbacks à chaud si c'est possible. Ça nous permettra de les utiliser pour nous améliorer pour les jours qui viennent et surtout pour la prochaine édition de la Semaine de la Science. Donc merci à tout le monde, merci à Reda Benkiran et à tout à l'heure.